Encore une fois, les gens viennent nous voir parce qu'on est théoriquement des experts du sujet. Et on ne peut pas juste leur parler comme si on était leurs potes ou comme si on est en train juste de sortir une boîte à outils et de bricoler avec la psyché des gens. De ce que je sais, je suis pas mal intéressé à l'hypnose. En tout cas, je n'ai pas de connaissances d'articles de recherche ou de méthodologies qui semblent éprouvées et qui fonctionnent en 2 séances pour traiter un trouble chronique. Et c'est trop facile, j'entends des psychologues parfois dire ouais, c'est parce que le patient, s'il n'est pas prêt pour le changement, on peut pas l'aider. Il est déjà venu chez vous, donc c'est qu'il est prêt. Et c'est quelque part, il vous paye pour que vous le rendiez prêt. Limite, s'il n'est pas prêt, ou si elle n'est pas prête, c'est à vous de faire le taf. Je peux pas me déresponsabiliser et foutre la responsabilité sur le patient et me dire au bout de 10 séances, une personne avec une phobie sociale n'arrive toujours pas à aller mieux, et c'est de sa faute. C'est complètement absurde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oser se lancer, le podcast à destination de tous les débutants dans l'accompagnement. Aujourd'hui, je reçois Albert Moukébert qui est docteur en neurosciences cognitives. Il est également psychologue clinicien. Il a écrit un super livre que je vous conseille qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. J'ai mis en description tous les liens dont on va parler ainsi que le lien du livre d'Albert. Vous allez voir qu'on va évoquer pas mal de sujets différents, alors je vous fais aucun spoil et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Albert Moukébert, et puis merci d'être là sur le podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais et comment t'en es arrivé là? Alors, de ce que j'avais entendu, c'était beaucoup par hasard. Oui, tout à fait. Je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Je conserve mon activité clinique. Je suis prof à l'Université Paris 8 pour les cours de master de psychologie clinique. J'écris, je fais des conférences. Je réfléchis à comment on forme des opinions, comment on change d'avis, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur soi ou sur la société. Et effectivement, j'en suis arrivé là par hasard. Au fil des rencontres, j'étais un peu paumé dans la vie. Je fais pas mal de trucs. Je suis intéressé à la psycho. J'ai découvert les neurosciences. Je trouvais ça intéressant. Et les rencontres ont fait que j'ai pu formaliser ça sous une forme académique. Ok. Et professionnelle. Ok, cool. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup de discuter avec toi aujourd'hui, c'était les biais cognitifs qu'il y a de présents dans l'accompagnement, en fait. Que ce soit du côté du client, mais surtout, en fait, du côté du praticien. Et est-ce que tu peux nous faire une petite définition déjà simple de ce qu'est-ce qu'un biais cognitif? Ouais. En gros, pour expliquer c'est quoi un biais, il faut expliquer un peu d'où ça vient. Notre cerveau a des ressources limitées, hein, et donc on doit faire tout le temps des sortes de prédictions sur qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse adapter nos comportements. Et ces prédictions, à cause de ces ressources limitées, on ne peut pas les faire de manière très précise. On fait ça un peu par approximation pour gagner en efficience. Mais quand on fait des prédictions rapides, etc., dans certaines circonstances, nos prédictions sur le fonctionnement de quelque chose, sur le monde, etc., peuvent se trouver erronées. Ou en tout cas, c'est compliqué de définir c'est quoi erroné, mais en tout cas, pas ce qu'on souhaiterait avoir. Et quand c'est le cas, on appelle ça des biais. Et donc, les biais sont tout le temps une sorte de relation entre le traitement de l'information et le contexte dans lequel je me trouve. C'est pas des choses qui sont nécessairement tout le temps mauvaises ou tout le temps bonnes, etc. Tout est contextuel, parce qu'encore une fois, on a besoin de ces opérations mentales qu'on fait pour pouvoir fonctionner. Donc un biais, c'est une sorte de fausse prédiction, fausse interprétation dans un contexte particulier à cause d'un certain contexte. Ok. Donc on est tous soumis au biais cognitif. Oui, absolument. C'est une sorte de prix à payer pour notre cerveau. Et parfois, les biais sont même une bonne chose. Hein. C'est pas, pas souvent des biais comme quelque chose qu'il faut tout le temps éviter, mais c'est pas nécessairement le cas. Parfois, c'est bien d'avoir des biais. C'est grâce à nos biais qu'on peut former des potes, etc. Parce que je vais avoir des biais de sélection pour me rappeler des événements cool et me dire que mes potes sont plus cool que les potes des autres, etc. Donc, c'est une sorte de capacité à la subjectivité, à plein de trucs. Pour moi, un monde sans biais serait probablement cauchemardesque. Ce sera un monde comment?
bah, ce serait très compliqué d'avoir du lien, etc. Imagine que j'ai pas de biais, et du coup, donc, déjà, c'est pas possible de pas avoir de biais. Mais dans un monde, si on fait une sorte d'expérience de pensée marrante et on dit qu'on a des ressources cognitives beaucoup plus importantes et du coup qu'on peut traiter toute l'information qui existe. Donc, on n'a pas besoin de faire des raccourcis, on n'a pas besoin d'efficience, etc. On devient une sorte de machine hyper parfaite qui se trompe jamais. C'est même pas se trompe, parce qu'en fait, le mot biais, c'est pas vraiment se tromper, mais qui peut traiter toutes les informations de disponibles. Bah, je traiterai tout le monde de la même manière. Il n'y aura plus de différence entre les personnes avec qui je suis en couple, les membres de ma famille, le voisin, mon idéologie. Est-ce qu'il y a de la place, je sais pas, pour certaines valeurs, si tout devient genre quelle idéologie est-ce qu'on va suivre si j'ai toutes les informations en main? Est-ce que je fais quelque chose? Parce que, en fait, je fais beaucoup de tangentes, donc il faut m'arrêter quand j'en fais trop, mais on pense que s'il n'y a pas de biais, on aurait tous une même opinion, mais c'est pas vrai, parce que aussi les biais sont médiés par notre idéologie, et du coup, si j'ai pas de biais, est-ce que j'aurais encore de la compassion pour me dire, en fait, ça, c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais je vais le faire quand même, parce que ma valeur me dit qu'il faut que j'aide une personne, alors que je la connais pas, par exemple. Est-ce que, je sais pas, il y a les situations humanitaires. Est-ce que je vais accueillir des gens que je connais pas dans mon foyer si j'ai pas ces valeurs qui drivent un peu le truc, etc. Donc, évidemment qu'il y a certaines situations où il faut éviter les biais quand on fait de la recherche scientifique, en tout cas dans le design expérimental, parce qu'il faut aussi des biais pour se demander à quoi est-ce qu'on s'intéresse, etc. Mais je pense pas que c'est particulièrement souhaitable et surtout c'est pas possible. Moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je travaille sur les biais, j'ai autant de biais que toi, que n'importe quelle personne qui nous écoute. Ok, donc l'intérêt de les connaître, c'est de quoi? De pouvoir garder un œil dessus? Hmm. Pouvoir garder un œil dessus, pouvoir mieux comprendre à quoi je suis soumis parfois, et pouvoir parfois essayer, tenter d'y résister. Et ça marche? Ça marche sur certaines situations, on ne peut pas ne pas avoir de biais, mais par exemple, j'ai fait une thèse en neurosciences qui est dans mon cursus. J'ai dû apprendre beaucoup le fonctionnement de comment faire un design expérimental, du double aveugle, etc., etc. Et du coup, j'étais formé formellement à éviter certains biais et certains écueils dans lesquels on pourrait tomber quand on est en train d'essayer de tester une hypothèse dans le cadre d'un travail de recherche dans le domaine qui s'appelle les neurosciences cognitives. Ok. Donc tu fais attention à ça dans ce domaine-là et dans le domaine du psychologue clinicien que t'es. Ouais, aussi. Ok. Il Comment y a tu aussi des biais. Par exemple, j'ai travaillé pas avec des psychologues cliniciens, mais dans le diagnostic avec des médecins. Par exemple, les biais qui peuvent toucher les médecins quand ils font du diagnostic. Il y a plusieurs biais. Si tu veux, on peut en citer. Il y a les biais de confirmation, par exemple, quand on va chercher certains éléments qui viennent confirmer une hypothèse à laquelle on croit. Je sais pas, je rencontre une personne, par exemple, une expérience assez connue qui a été faite sur de l'ancrage. Je sais pas, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, Mathieu, est sympa, extraverti, mais parfois a des accès de colère, versus Tony, qui a des accès de colère, mais sinon il est sympa et extraverti. Tu vas pas avoir le même diagnostic juste par l'ordre dans lequel tu vois la personne, c'est-à-dire souvent les premières informations. Je sais pas, je rencontre un patient, si on parle de psycho, ou une patiente, et cette personne me raconte qu'elle a tendance à se laver beaucoup les mains de manière compulsive. Donc là, je me dis, ah ouais, c'est clairement un TOC. Et après, elle me raconte mais parfois, elle dort beaucoup. Donc, potentiellement, elle a une dépression. On fait un peu ça à la sauvage. Hein. C'est juste pour expliquer comment ça marche. Peut-être que je vais me concentrer beaucoup plus sur mon premier élément, les TOC. Je vais creuser ça et peut-être oublier qu'elle m'a raconté qu'elle est aussi déprimée, alors que cette même personne qui était venue un autre jour, elle commence par me raconter qu'elle est parfois très très triste, qu'elle a des idées noires, qu'elle a des pensées suicidaires, etc. Et après elle me dit, mais aussi des fois je me lève compulsivement les mains, peut-être que je vais par exemple pas me rappeler le deuxième point pour confirmer mon hypothèse que ah oui c'est un épisode dépressif majeur. Il y a plein d'autres facteurs. Il y a par exemple à quoi je peux penser, je réfléchis au biais. Il y a les effets, par exemple, de représentativité, par exemple, que
Je me dis que j'ai une sorte d'image qu'une certaine population est touchée très souvent par un certain diagnostic, donc je vais le chercher. Il y a les biais, par exemple, en anglais, ça s'appelle diagnostic momentum, c'est le momentum du diagnostic. Par exemple, on m'adresse une patiente ou un patient, et la personne qui me l'adresse me dit, je vous adresse monsieur ou madame tel, qui souffre d'un trouble bipolaire, et je vais avoir tendance à continuer sur le trouble bipolaire au lieu, par exemple, d'essayer de revoir. Et si c'était un mauvais diagnostic qui est posé, je vais continuer dessus. Euh, je peux continuer pendant un moment. Il y a les biais, par exemple, de ma spécialité. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse en phobie sociale. Et peut-être que quand j'ai commencé mon activité clinique, il y a, je sais pas, une dizaine d'années, un peu plus maintenant, j'aurais eu tendance à plus souvent diagnostiquer des phobies sociales, quelqu'un vient et me dit j'ai du mal à parler en public, et je vais dire ah ouais, c'est une phobie sociale, alors que c'est peut-être que la personne n'a juste pas confiance en elle et que c'est pas vraiment un diagnostic de phobie sociale. Et donc tomber dans les biais de ma spécialité. Il y a les biais de disponibilité, par exemple. J'ai vu 2 patients ou patientes en consultation qui avaient une même pathologie, et je vais avoir plus tendance à la chercher chez la troisième personne qui arrive. Et donc, je vais peut-être rater un autre diagnostic parce que je suis sous l'impact du diagnostic que je viens de voir. Et Mm. il y a tout un tableau si des personnes sont intéressées. Il y a un article, encore une fois, c'est pour dans la médecine clinique qui s'appelle Cognitive Bias in Clinical Medicine de O'Sullivan. Et il y a un autre article sur lequel j'ai collaboré en tant qu'advisor euh, chez les neurologues réanimateurs qui s'appelle Decision Making in Perceived Devastating Brain Injuries. Et il y a un tableau avec les biais les plus communs dans la prise de décision médicale. C'est pas juste pour les neurologues, de Benjamin Rowe, qui est membre de Chiasma, le collectif qu'on a créé ensemble sur justement la flexibilité mentale, et Klassen. Mm. Ouais, il y en a à peu près 200, c'est ça, des biais cognitifs? Alors oui, les biais, Ouais, après c'est autre chose, mais pas ouais, tout s'applique à ouais, tout. à Et après, c'est l'environnement. des petites, et on peut diviser en de petits bouts, plein de biais. Mais en général, c'est soit parce qu'il y a trop d'informations que je ne peux pas traiter, parce que je ne peux pas me souvenir de tout, cette notion d'efficience, etc. Il y a plusieurs manières de diviser les biais, une taxonomie qui change selon l'idéologie. Ok. Parce que du coup, je me dis que ça peut carrément influencer en fait le suivi d'un patient ou d'un client pour nous, mais suivant comment on va retenir l'info qu'il va nous donner, Bien sûr, comment on va vouloir l'interpréter à notre sauce, parce qu'on connaît super bien ce sujet, on est spécialisé bien sûr. là-dedans, donc on va alors Mm. l'interpréter. Et il serait allé voir quelqu'un d'autre qui aurait pas du tout bossé comme nous, quoi. Oui, absolument que ça peut être influencé par nos spécialités, mais pas seulement par nos connaissances. Ça peut être influencé par euh, l'âge de la personne, comment est-ce qu'elle s'habille, euh, son genre, ce qu'elle me dit, si j'ai des informations sur sa classe sociale, comment, euh, si elle vient un peu en retard, euh, qui me l'a envoyé. Mm. Plein de facteurs viennent moduler, d'où l'importance aussi d'avoir parfois une sorte de méthodologie pour essayer de me protéger, parce qu'au final, le but, pourquoi est-ce qu'on fait des formations, pourquoi est-ce que c'est important de se former, etc., c'est pour essayer de se protéger de soi, au final. Quand moi, je fais des études en psycho, en neurosciences, c'est pas juste pour apprendre formellement la psychologie clinique, mais c'est aussi pour pouvoir savoir quels sont les écueils dans lesquels je peux tomber. Parce qu'une thérapie, les gens souvent me disent, mais alors, pourquoi tu es un peu à cheval sur avoir une méthode, etc., un cadre théorique, donc savoir. Pour moi, une thérapie, c'est pas de l'improvisation, parce qu'il y a toute une littérature, par exemple, où la thérapie peut être iatrogène, c'est-à-dire où la thérapie peut faire du mal. Mm. Et donc, on oublie parfois, je sais pas pourquoi, c'est une sorte de je sais pas d'où ça vient. On a moins d'exigences quand on va voir un psy que si je veux voir mon dentiste. Imagine qu'on traite la psychologie comme le dentiste comme le psychologue. Genre, je vais chez le dentiste, j'ai mal à la dent, je vais chez le premier dentiste, il me dit, ah ouais, t'as une carie, il faut qu'on dévitalise. Puis je dis, ok, je vais aller avoir une autre opinion. Je vais chez le deuxième dentiste, il me dit, en fait, c'est parce que tu manges trop de pizza. C'est tout, il faut que tu manges moins de pizza, après ça ira mieux. J'ai chez le troisième dentiste, il me dit, ah ouais, non, c'est pas les pizzas, c'est pas du tout la racine, il faut machin. C'est complètement absurde. À un moment, il faut une sorte de standardisation. Évidemment, c'est pas la même nature. Une dent, c'est pas comme le psyché. Le psyché est beaucoup plus complexe, etc. Mais ça veut pas dire qu'on peut juste genre se dédouaner de la responsabilité qu'il y a des personnes quand même qui viennent souvent nous payer pour un soin.
et qu'on fait ça un peu en mode improvisation, basé sur mes intuitions, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une sorte de méthode et que chacun sache au moins c'est quoi son référentiel théorique, etc., pour se protéger justement de soi, de ces biais que je pourrais avoir et dont j'ignore l'existence souvent, parce que je suis certain que la majorité écrasante des personnes qui travaillent sur la santé mentale ont de bonnes intentions. Mais malheureusement, les intentions ne sont pas assez pour pouvoir vraiment aider. Ouais. Nous, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le métier d'hypno que l'intuition. J'ai senti qu'il fallait que je travaille comme ça, ou j'ai senti que c'était ça le problème, et donc je vais faire ce protocole, ce machin, ce truc, mais sans justement ce cadre dont tu parles. Ouais. Après, l'intuition, à partir d'un certain degré d'expertise, peut être une bonne chose. Hein. C'est pas non plus l'intuition, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps conchier, mais c'est pas genre ce truc infaillible, genre si je le sens, je le suis, si je le sens pas, je le suis pas. C'est complètement absurde. C'est évidemment, si je sais pas, j'ai un certain bagage expérimental, d'expérience derrière moi sur un certain sujet, je peux, parce que l'intuition, c'est quoi? C'est aussi un apprentissage implicite qui se fait, et parfois, je sais pas si je prends une métaphore, une analogie, si je suis un musicien virtuose et quelqu'un me demande de faire un solo, je dois le faire intuitivement. C'est parce que j'ai toutes ces heures de pratique derrière moi. Mais si je viens de démarrer et je me dis je vais créer une symphonie, ben, je vais juste faire un peu de la merde. Et le problème, c'est que j'ai pas l'expérience nécessaire pour le réaliser. Donc je me dis, ah ouais, je suis le nouveau Bach, alors que je connais rien sur la théorie musicale. Et effectivement, en psycho, il y a beaucoup ce truc parce que on n'a pas un feedback et parce qu'on a une barre très basse. On se dit, genre, je veux juste que la personne me dise qu'elle va un peu mieux pour me dire, ah ouais, j'ai fait un super boulot. Il y a même des psys, j'ai entendu des psys dire, ah ouais, j'étais en séance et la personne a pleuré, et donc il s'est passé quelque chose. Oui, mais si un patient pleure, c'est pas nécessairement une bonne chose. Peut-être c'est une mauvaise chose. Et oui, effectivement, cette place de l'intuition, en tout cas cette place de l'improvisation, sans avoir une sorte de projet thérapeutique, un plan thérapeutique. Et quand je dis ces mots, des gens pensent que c'est quelque chose de très cadré, etc. Pas du tout. Moi, je fais des séances en marchant sur le canal Saint-Martin, pas loin de chez moi. On marche et on discute, etc. L'important, c'est juste d'avoir une sorte de feuille de route dans ma tête. Combien de temps est-ce que ça devrait prendre pour que la personne commence à aller mieux? Expliciter à la personne qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire, etc. Et de pas être juste en train de faire ça un peu sur le tas, quoi. Mhm. C'est ça, toi, ta méthodologie, c'est d'avoir à peu près le temps de En tout pouvoir. cas, ça dépend des difficultés que avec la personne vient. Mais si je reprends l'exemple de la phobie sociale, si une personne vient avec difficulté à parler en public et au bout de, je sais pas, 10, 12 séances, rien ne s'améliore, c'est que je suis en train de mal faire mon taf. Et c'est trop facile, j'entends des psychologues parfois dire ouais, c'est parce que le patient, s'il n'est pas prêt pour le changement, ben, on peut pas l'aider. Ben, il est déjà venu chez vous, donc c'est qu'il est prêt. Et c'est quelque part, il vous paye pour que vous le rendiez prêt. Limite, s'il n'est pas prêt, ben, ou si elle n'est pas prête, c'est à vous de faire le taf. Je peux pas me déresponsabiliser et foutre la responsabilité sur le patient et me dire au bout de 10 séances, une personne avec une phobie sociale n'arrive toujours pas à aller mieux, et c'est de sa faute. C'est complètement absurde. Donc oui, pour certaines difficultés, j'ai une sorte d'idée de quand est-ce qu'il devrait y avoir au moins une inflexion, une amélioration. Et pour d'autres problématiques, c'est un peu plus compliqué. Je suis très honnête. Je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, je leur dis, au bout de de temps en séance, ça devrait aller mieux. Et pour d'autres, je leur dis, écoutez, vous êtes dans une situation très difficile quand, par exemple, c'est des difficultés contextuelles. Une personne est dans un boulot toxique et n'arrive pas encore à partir. Bah, je te dis que tant que la situation, tant que le stresseur est là, etc., ça va être compliqué et on va faire du soutien. On va voir comment est-ce qu'on peut vous protéger le temps que vous trouviez un autre taf, parce qu'il y a aussi des réalités sociales, il y a des réalités financières, etc. Je ne peux pas dire à la personne, bah, vous quittez votre taf, vous vous mettez au chômage si elle a une famille, etc. Donc, tout dépend de la situation, mais c'est très rare, ou en tout cas, j'essaye de jamais de le faire, d'être dans une démarche improvisatrice. La personne vient, on fait les 2, 3 premières séances pour comprendre de quoi il s'agit. Et parfois, c'est plus rapide, hein, mais ça dépend de la complexité du sujet. Et après, je vais dire à la personne, c'est quoi le projet thérapeutique, genre, où est-ce qu'on va, quelle méthode on va utiliser, pourquoi, est-ce que ça lui convient, etc., etc. Au final, encore une fois, les gens viennent nous voir parce qu'on est théoriquement des experts du sujet. Et on ne peut pas juste leur parler comme si on était leur pote ou comme si on est en train juste de sortir une boîte à outils et de bricoler avec la psyché des gens. Ouais. C'est hyper intéressant parce que moi, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a fait
tilt, c'est comme je te disais un peu avant le podcast, en hypnose, nous, c'est très hyper court. 10-12 séances, je pense que ceux qui écoutent, ils vont se dire waouh, mais c'est super long. Alors que moi, je trouve pas ça long, mais 10-12 séances, vraiment. c'est 3 mois, quoi. Pour une personne qui parfois a des problèmes qu'elle traîne depuis 10 ans. Après, Ouais. si vous avez une méthode qui peut résoudre des problématiques, si vous avez quelqu'un qui a des TOC qui vient chez vous et en 2 séances, la personne n'a plus ses TOC, moi je suis preneur, hein, genre inscrivez-moi dans la méthode que vous utilisez. Pour moi, l'important c'est que la personne aille mieux. Mm. Mais je ne suis pas des trucs en mode c'est la personne qui résiste quand ça marche pas, ou genre de blâmer soit le thérapeute, soit le patient. Parce qu'il y a plein de méthodologies, on dit quand ça marche pas, c'est parce que la personne l'a mal appliqué. Non, non, si la personne mal l'applique, c'est que vous l'avez mal transmis. Ou le patient a résisté. Non, non, si le patient résiste, c'est que votre méthode n'est pas assez bonne, parce que le but, c'est de trouver des choses qui aident. On est dans le soin. Et donc, beaucoup de fois, je vois des personnes qui me disent, ouais, mais en fait, je dis, je sais pas, je connais une personne qui me dit, ouais, c'est probablement, elle l'a mal appliqué. Il faut des méthodes qui soient transmissibles, qui soient acquérissables, etc. Et ça m'arrive des fois de faire des thérapies brèves de 2-3 séances, mais même parfois d'une séance, mais c'est quand c'est vraiment un problème hyper spécifique et je vais faire ce qu'on appelle de la psychoéducation. Je vais expliquer à la personne comment ça marche, pourquoi c'est en train d'arriver avec elle, etc. Et la personne va prendre les clés, l'appliquer et après elle me dit en fait ça va débloquer le truc et ça va mieux parce que j'ai mis en pratique, j'ai mieux compris de quoi il s'agit. Ou une personne est un peu, je sais pas, la dernière fois j'avais un patient qui était assez jeune, qui a 15-16 ans et qui veut plus aller à l'école. Ses parents connaissent des gens qui me connaissent, m'ont appelé, m'ont dit est-ce que ça te dérange de lui parler, etc. Il a fait des vidéos, machin, machin. J'ai dit ok, il m'a appelé. Il savait tout simplement, il aimait pas son école, il a fait le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, la plateforme qui réoriente. Et lui, il veut faire un parcours scientifique, il se retrouvait dans une filière littéraire. Et il veut pas, genre il se voit pas dedans. Et je lui ai juste dit, en fait, tu as raison de pas y aller puisque tu te vois pas ton truc, mais tu sais qu'il y a d'autres options. Tu peux pas juste sauter ton année scolaire. Je dis, il y a le CNED, tu peux faire des éducations à distance, te former en candidat libre et réintégrer une autre filière l'année prochaine. Il m'a dit, ok, je vais réfléchir. Et avant-hier, du coup, j'ai pas refait une séance avec lui. J'ai expliqué à ses parents que, je lui ai demandé, évidemment, je peux expliquer ça à tes parents, j'ai expliqué à ses parents qu'il avait raison de faire ce refus parce qu'il s'y retrouve pas et il a travaillé pour avoir la filière qu'il veut et ça s'appelle Parcoursup, je pense, un truc comme ça. L'a foutu dans une case qui ne lui correspondait pas. J'ai discuté avec lui de ça. Et hier, ça c'était il y a 2-3 mois, et hier, son papa m'a envoyé un message pour dire merci beaucoup, il a commencé ses cours au CNED, etc., etc. Donc c'était une séance, mais c'était une problématique très particulière. Par contre, quelqu'un vient me voir, une dépression résistante depuis 10 ans, ou même une dépression récurrente depuis 10 ans, et je vais me soigner en 2 séances. En tout cas, je ne connais pas une méthode qui fonctionne comme ça. Et de ce que je sais, je suis pas mal intéressé à l'hypnose. En tout cas, je n'ai pas de connaissance d'articles de recherche ou de méthodologie qui semblent éprouvées et qui fonctionnent en 2 séances pour traiter un trouble chronique. Et ça marche très bien, l'hypnose, pour la gestion de la douleur, pour la relaxation, pour le stress, etc., pour les inductions. Il y a un centre de formation d'hypnose qui s'appelle l'Arche à Paris. Je connais pas mal de leurs travaux, etc., qui font des trucs super, mais je pense pas qu'eux disent qu'ils soignent des personnes en 2 séances. Quoi. En tout cas, ils ne m'ont pas dit à moi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des séances où toi, tu as senti que tu étais en échec? Oui, bien sûr. Des trucs Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai vu beaucoup de patients, de patientes dans ma vie et parfois, j'y arrive pas. Je sais pas, une personne vient me voir, elle a déjà vu 10 autres psys. C'est presque arrogant de me dire ah ouais, les 10 autres psys étaient tous nuls et moi, là, avec ma science infuse, je vais la soigner. Il faut aussi savoir que nos modèles théoriques, ces fameux modèles dont on parlait, etc., sont encore limités et parfois pas assez bons. Il y a des sujets où on ne sait pas très bien soigner, donc on bricole, et quand on bricole, ça ne marche pas tout le temps. Et oui, bien sûr que j'ai eu des patients où j'étais en échec, j'ai eu des patients où, même pas j'étais en échec, des patients où je ne savais pas trop quoi faire, j'ai réorienté. Je disais, en fait, cette problématique, je ne la maîtrise pas aussi bien que madame ou monsieur, je vous recommande d'aller les voir au lieu de me voir à moi. Oui, bien sûr. Malheureusement, ça arrive. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas assez bon dans la compréhension de la santé mentale. Je ne dirais pas que c'est la majorité des cas, que ce serait quand même, j'aurais du mal à continuer mon métier, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qui n'arrive jamais non plus. Ouais. Mais quand ça arrive, je blâme jamais ni le patient,
ni moi-même, ni le cas théorique. C'est une interaction entre moi et mes connaissances. C'est jamais la faute du patient ou de la patiente, ça c'est sûr. C'est moi et les connaissances qui existent, Ok, qui ne c'est-à-dire sont pas encore qu'il assez te loin. manque des connaissances, enfin en tout cas il y a des connaissances qui sont Il nous pas assez... manque des connaissances, je pense, dans notre compréhension de l'appareil psychique à l'espèce, quoi. Mhm. Mais il y a des personnes qui ont des meilleures connaissances que moi sur certains trucs, parce que des fois, c'est des trucs très techniques et j'ai aucun problème à déléguer, etc. Donc, des fois, c'est moi, des fois, c'est les connaissances. Ok. On parlait tout à l'heure du fait qu'on se fait une opinion rapidement quand on voit quelqu'un. Ouais, On se la fait en combien de temps enfin, comment on se la fait, là, cette opinion? ça fait en permanence. Genre Ouais. là, quand on a ouvert le Zoom, je vous ai vu, vous m'avez vu, on s'est formé une opinion et on la met à jour en permanence. Mais c'est très différent de je me forme une opinion, on se rencontre en soirée, on discute, et peut-être quand je vous vois de loin, je me fais une certaine opinion, et puis on discute, et cette opinion va être soit confirmée, soit être changée, etc., et vous de même, etc. Et vous m'appelez pour une consulte, et vous Mm. commencez à parler, je me forme une opinion, parce qu'encore une fois, dans une consulte, le but, vous m'appelez, vous venez me voir, et le mot est en français très connoté négativement, mais je n'en connais pas d'autre, pour un service. Mm. Vous voulez aller mieux, ou vous avez une problématique, ou vous voulez comprendre quelque chose, vous ne voulez pas me voir parce que vous avez envie qu'on prenne un verre ou euh, qu'on parte à un concert ensemble. Et du coup, la relation, parce qu'il y a certains courants psychologiques qui disent ah ouais, la relation est symétrique, on est tous les deux connaisseurs, etc. Ah oui, mais c'est vous ne payez pas vos patients, c'est vos patients qui vous payent, quoi. Donc c'est absurde et de mauvaise foi de cacher ce truc où il y a quelqu'un qui vient demander quelque chose de vous. Mm. Et du coup, ces premières opinions qu'on se forme en permanence, c'est important de savoir s'en protéger parce qu'il y a un but précis pour le travail thérapeutique. Il y a une demande, ou en tout cas, il faut qu'on travaille pour arriver à une demande quand il n'y a pas une demande, parce que parfois, il n'y a pas de demande. La personne a un mal-être, par exemple, ou n'arrive pas à créer des liens sociaux, ou n'arrive pas à rester en couple, ou n'arrive pas à rester au boulot, ou trouver un taf, etc. Donc, la demande, on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est important de savoir comment réévaluer cette première impression, parfois pour les confirmer, parce que la première impression peut parfois être bonne, et parfois pour savoir revenir dessus, euh, parce que j'ai été un peu trop hâtif. Par exemple, moi, j'essaye de ne pas poser de diagnostic qu'après quelques séances, quoi. D'accord. Ouais, vous prenez le temps de... Oui, parce qu'une personne vient, après, il faut se rappeler que notre outil principal de travail, c'est ce que la personne me raconte. Genre, la majorité écrasante de mes patients, je ne les connais pas, et de mes patientes. Euh, donc, je me fie sur leurs souvenirs, Mm. principalement. Ils viennent me raconter des histoires. Euh, mais parfois, la personne, je ne suis pas attendu 2 mois pour avoir un rendez-vous, leur raconter un truc qui vient de se passer avec elle dans la semaine, et elle a oublié pourquoi elle a pris un rendez-vous il y a 2 mois. Parce qu'il y a 2 mois, le truc qui l'a dérangé, peut-être que maintenant, il est devenu autre chose. Et elle va s'en souvenir 3 séances plus tard. Donc, il faut que je maintienne en tête cette flexibilité de revenir dessus quand d'autres choses émergent. Mm. Ouais. Une personne ne peut pas me raconter toute sa vie en 45 minutes. 40 minutes. J'avais entendu dans un podcast, je sais plus avec qui vous enregistriez, mais à un moment tu disais que les gens nous racontent les histoires qui se racontent en fait. Ouais. Et que... Alors moi j'avais interprété ça comme on peut pas les croire sur parole. Mauvaise Alors, interprétation ou bonne alors interprétation. c'est une interprétation parce que Voilà. je suis obligé de les croire sur parole Ouais. parce que je ne peux pas venir leur dire vous mentez, mais Mm. je suis aussi obligé de leur dire que c'est leur interprétation. Et que parfois, c'est pas ça. Par exemple, dans la phobie sociale, si on fait une sorte de mini cours de cognition sociale, on a 3 ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, c'est les pensées de les pensées que j'ai de moi. On a les pensées du deuxième ordre, c'est les pensées que j'ai des autres. Qu'est-ce que je pense de toi? Et après, on a ce qu'on appelle les pensées du troisième ordre. Qu'est-ce que je pense que tu penses de moi? Mm. Et une personne qui a une phobie sociale, souvent, ses pensées du troisième ordre sont sur un registre de jugement négatif sur soi. Par exemple, je me dis que je vois dans tes yeux que tu es en train de te dire que ce que je te dis n'est pas intéressant. Mm. Et donc, quand un patient ou une patiente viennent me voir avec des traits d'anxiété sociale et me disent j'ai fait une réunion hier et j'ai vu que tout le monde trouvait ça nul, c'est important que moi je comprenne que dans l'étiologie presque du trouble, bah,
l'interprète négativement, de lui dire que ça, c'est son ressenti, mais qu'en fait, on n'en sait rien de ce que les gens se sont dit. Je ne peux pas aller lui dire tout le monde a trouvé ça bien, parce que ce serait mon interprétation, moi, mais lui expliquer qu'en fait, ni moi ni elle, on ne sait c'est quoi. Et donc, c'est pas ne pas les croire, c'est les croire, parce qu'ils sont en train de... J'ai aucune raison de penser que mes patients ne sont pas en train, mais de leur expliquer que leurs croyances peuvent être une interprétation aussi. Ok. Ok. Qu'est-ce qui pour toi peut faire qu'on... Parce que moi, le podcast, il est vachement dirigé pour les débutants qui n'arrivent pas trop à oser pratiquer. En fait, ils ont la trouille de pratiquer, ils ont la trouille de commencer. Et je pense que ça vient du fait que, bah, justement, il nous manque pas mal de trucs en psycho, nous. Ouais, les formations sont pas super, ouais. Ouais. Et nous, on a des gros... déjà, on n'a pas de diplôme, vraiment, c'est des certifications, c'est pas reconnu, etc. Et puis, il y a le fait qu'on connaît pas grand-chose, comme tu disais, à la psyché humaine. Et est-ce que tu penses qu'il y a des espèces de biais cognitifs qui empêcheraient de débuter, des trucs, enfin, des biais de négativité ou des choses comme ça Euh, Bah déjà, il y a des biais qui sont pas des biais, c'est-à-dire il y a des trucs qui sont légitimes, on n'est pas assez bien formé pour le faire. On se forme souvent sur le tas, malheureusement. Euh, c'est pour ça qu'on met 300, 500 heures de stage. C'est pour ça que beaucoup de psy doivent faire après des formations supplémentaires, d'aller se former après avoir fait 5 ans de fac, ce qui est un peu absurde. Après, il y a des outils aussi qui sont à disposition, les groupes de supervision, les groupes d'intervision, de pas se jeter directement à la mer, et puis au final de faire confiance à ses capacités, que si j'ai étudié formellement un truc pendant 5 ans, que j'en ai discuté avec des gens, etc., que ça va aller a priori. En tout cas, c'est important juste de se demander quelles sont les choses que je pourrais faire qui peuvent faire du mal. C'est juste ça qu'il faut éviter. Comment on pourrait faire du mal Est-ce que tu as des pistes justement de Comment choses est-ce que la thérapie peut être iatrogène? Ouais. De plein de manières. J'ai fait un cours sur le sujet. D'ailleurs, je pense que je peux le trouver. Mais en gros, par exemple, quand on conserve quelqu'un dans une thérapie, on leur dit que la personne, que c'est pas fini, qu'il faut continuer, qu'il faut continuer, qu'il faut continuer. Quand on surinterprète, quand on garde la personne dans, euh, euh, dans un diagnostic, quand on l'enferme, quand on abuse de la personne. Quand tu dis quand on abuse, c'est... Ouais, quand on abuse de la personne, il y a des psys qui abusent de leurs patients, de leur faiblesse psychologique, je sais pas, pour leur piquer le plus de sous, pour les abuser physiquement, sexuellement, psychologiquement, quand on leur demande parfois même leur expliquant qu'ils ont besoin de nous, que sans nous ça va mal se passer, etc. Ça peut être de l'abus psychologique, ça peut être de l'abus physique, ça existe. Je pense que je l'ai dit, quand on surinterprète, et parfois on peut faire du mal sans le vouloir. Par exemple, si on crée de faux souvenirs, notamment parfois en hypnose avec la suggestion, on peut être en train d'implanter des faux souvenirs assez facilement. On a pas mal de littérature sur le sujet. En gros, il y a quatre grandes familles de comment la thérapie peut être assez mauvaise. C'est dans la forme. Comment est-ce que ça se passe? Dans les méthodes. Est-ce que c'est des méthodes qui sont adaptées à la difficulté que la personne vient? Dans la temporalité, est-ce que je ne fais pas en sorte que ça traîne énormément? Et des personnes disent, bah oui, une thérapie, c'est à vie. Bah non, c'est pas à vie. Une thérapie, ça devient autre chose. Ça devient un peu une sorte de quête philosophique. Et je n'ai rien contre la quête philosophique. Je veux juste expliquer aux personnes qui viennent consulter que là, on est dans un cadre de quête philosophique. On va faire ça pendant des années et des années. Et dans comment on manipule le vécu de la personne. Il y a toute une littérature là aussi sur le sujet. Si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, ils peuvent taper sur PubMed ou sur Google Scholar psychothérapie et iatrogénique. C'est ça le mot technique que vous voulez taper pour avoir
Mm. la littérature sur le sujet. Ouais, je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est important en tout cas de se renseigner là-dessus. Oui, absolument. Tout ce qu'on Parce peut. que beaucoup de fois, on pense que soit ça marche, soit ça marche pas, il se passe rien. Mais c'est pas vrai. Quand ça marche pas, euh, c'est pas qu'il se passe rien. Ça peut faire du mal, ça peut décourager la personne, ça peut l'essentialiser. Enfin, il y a tout un truc dessus. Ouais, c'est vrai que quelqu'un qui a fait confiance à n'importe qui pour aller mieux et ça se passe mal, est-ce qu'on a envie de retourner voir quelqu'un après? Est-ce que... Voilà, exactement. On entend souvent les gens disent moi j'en ai marre des psys, par exemple. Ouais. Parce que c'est difficile d'aller consulter. Mm. Je fais un petit aparté du coup, parce que ça m'intéresse ton opinion là-dessus, sur le transfert et le contre-transfert. Donc notion hyper psychanalytique. Ouais, ben, j'ai répondu un peu à la question. C'est une Ouais, notion hyper psychanalytique. Donc, pour avoir une opinion dessus, il faut être dans ce cas théorique. ouais. Mais je suis pas dedans. Donc, après, on peut utiliser d'autres mots pour dire la même chose, mais qu'est-ce que est-ce qu'il y a une idéalisation du patient, du psy? Est-ce que le psy peut ressentir des choses pour les patients, etc., etc. On est des humains, évidemment que ça arrive, et c'est notre responsabilité à nous, parce qu'encore une fois, c'est nous, le soignant ou la soignante, Ouais, d'apprendre comment les gérer. ouais. Mais c'est quelque chose qui arrive dès qu'il y a des humains qui discutent ensemble. Et du coup, c'est important d'apprendre formellement quoi en faire, etc. Même si c'est pas sur le transfert et le contre-transfert, je trouve que c'est juste des mots très grandiloquents pour dire genre il y a deux humains qui discutent. Et du coup, ils ressentent des choses. Ok. Ce qui est normal. Une personne, c'est hyper pas particulier quand on pense à c'est quoi une psychothérapie. Vous allez raconter des trucs que vous racontez à personne, parfois même pas à vos meilleurs amis, à vos membres de votre famille, etc. Une personne que vous connaissez pas. Mm. Évidemment que ça va faire des choses, mais aussi, c'est parce que cette personne est supposée être là dans votre soin. C'est comme si, je sais pas, je vais chez le médecin et la personne me demande de me déshabiller. Genre, je me déshabille devant une personne que je connais pas. C'est hyper particulier, mais parce que c'est un cadre de soins, bah, ça passe. Et c'est au médecin de voir comment est-ce qu'il gère, de ne pas me faire sentir gêné et de ne pas être gêné lui-même, de me voir à poil. Mm. Quand je vais chez le médecin et une personne, le médecin me dit déshabille-toi pour, je sais pas, examiner quelque chose. Est-ce qu'il y a un transfert et un contre-transfert? Bah oui, on est à poil, genre, devant une personne qu'on ne connaît pas. Mais c'est le médecin qui doit gérer ça. De la même manière, quand quelqu'un vient me raconter des secrets et que je me dis, ah ouais, c'est vraiment cool, cette personne est vraiment sympa, c'est à moi d'apprendre à comment, genre, Mm. et c'est jamais la responsabilité de la patiente ou du patient. Ouais. Donc c'est vraiment au professionnel de prendre sa responsabilité là-dessus, quoi. Ok. Le... C'est quoi les... Est-ce qu'on pourrait se servir des biais cognitifs de façon aidante en tant que professionnel, nous Euh, oui, bien sûr. Genre, de toute façon, je sais pas, par exemple, je sais pas, une personne est déprimée, et quand on est déprimé, parce que les biais cluster avec des troubles, par exemple, quand on est déprimé, on a tendance à avoir des biais de confirmation et de sélection, où on se rappelle plus des événements négatifs que des événements positifs, on a des affects plus négatifs que positifs, etc. Quand on est anxieux, on a tendance à faire des projections sur le futur qui sont catastrophisantes, on imagine souvent le pire, on est dans une sorte d'hypervigilance, tout devient hyper important. Quand on a une phobie sociale, c'est une pensée du troisième ordre. Quand on a des tocs, on a tendance à être dans la pensée binaire, si quelque chose n'est pas parfait, c'est qu'il est nul, etc. etc. Et on peut utiliser des biais pour déjà expliquer ces problématiques de traitement de l'information. C'est un peu un des courants que j'utilise, qui s'appelle la psychoéducation. Genre expliquer formellement. Je vais expliquer à mes patients que ça existe, les biais, etc. etc. Et après, on peut leur demander d'utiliser des biais pour sélectionner d'autres informations. Mm. Alors, de se rappeler plus les informations positives. Le but, encore une fois, n'est pas d'atteindre une objectivité, mais de trouver une subjectivité qui me convienne, parce que de toute façon, c'est pas possible d'être objectif. Et donc, de faire d'autres choix de sélection, de biais de confirmation, d'être un peu plus malléable sur cette manière de traiter l'information. Ok. Ce que je vais retenir, moi, c'est qu'en fait, on a vraiment à apprendre de la psycho, quoi, et de la psycho qui a été étudiée de manière scientifique. Parce que nous, c'est ce qui nous manque énormément, que ce soit sur les biais cognitifs ou sur les méthodes qui marchent, entre guillemets, ou qui marchent pas, ou...
C'est En mal tout cas, compris. il y a un schisme assez important entre les chercheurs et les professionnels, et je pense que la discipline gagnerait à ce qu'ils communiquent plus. Parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais en tout cas en France, la recherche, c'est genre 1-2 matières dans la formation d'un psy, et ce serait pas mal qu'il y ait plus de psychologues qui savent comment faire une revue de la littérature, mais pas juste pour un cours pour passer un dossier ou un examen, mais dans leur pratique professionnelle. Et ce serait pas mal qu'il y ait plus de chercheurs qui sont en contact avec des professionnels parce que en psycho aussi, le problème, c'est de la nature du problème. C'est que les chercheurs sont souvent dans un contexte de labo et c'est pas la même chose. On peut pas faire genre un protocole expérimental sur de la thérapie en ville pendant 1 an, quoi. Donc, il faut que les chercheurs soient plus en contact avec des professionnels. C'est un peu la même problématique avec l'éducation, que les chercheurs soient plus en contact avec les difficultés euh, du terrain et que les gens du terrain soient plus en contact Avec les chercheurs. Ouais. Ok. J'ai une dernière question sur, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, sur l'effet Dunning-Kruger, qui est très à la mode, Ouais. et j'ai vu un petit peu décrié aussi. Ouais. Alors, l'effet de Dunning-Kruger, c'est un des biais, ce qu'on appelle les biais de surconfiance. C'est quand on a tendance à s'attribuer une confiance non justifiée. Effectivement, le biais particulier, le biais de Dunning-Kruger, est aujourd'hui un peu malmené parce que c'est potentiellement un artefact statistique. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre piège de se dire, du coup, vu que l'effet Dunning-Kruger est potentiellement un effet statistique, il n'y a pas des biais de surconfiance. Il y a plein d'autres biais de surconfiance dans la littérature. Il y a l'illusion de profondeur explicative, le bullshit pseudo-profond, etc. Donc, il y a des effets où on estime mal combien on maîtrise un sujet qui existe encore. C'est juste que l'effet Dunning-Kruger particulièrement me semble donc l'effet Dunning-Kruger qui dit que les personnes qui ne savent pas ont tendance à surestimer leurs compétences et surtout que les personnes qui savent ont tendance à sous-estimer. Et il semblerait que ce n'est pas vraiment vrai que les experts ont tendance à sous-estimer. Il y a plein d'autres effets de la littérature où des personnes qui ne s'y connaissent pas ont tendance à surestimer leurs connaissances. Je trouve que nous, dans notre milieu, on a tendance à surestimer complètement nos connaissances sur comment les gens vont changer, comment ça fonctionne, etc. On est sûr de notre outil et on pense que ça va tout bouger, quoi. On se pose pas plus de questions que ça. Ok, est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants? Un dernier conseil ou un livre à lire à part le tien? La littérature, vraiment, de se former à comment chercher des articles, à ne pas hésiter. Moi, j'essaye, en tout cas, quand je vois une personne en consulte, après la première consulte, d'aller faire un tour du côté de la littérature sur la problématique que cette personne apporte. Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été développées, etc. Je pense que c'est ça qui pourrait être le plus utile. Ok. T'as déjà eu des bugs de légitimité, toi? Tu t'es déjà senti légitime? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui, bien sûr. Au début, moi j'étais en psychiatrie à la Pitié pendant longtemps et je sentais que j'improvisais. J'aimais pas du tout ça. C'est un peu aussi pour ça que moi j'ai fait psycho, puis neurosciences, puis psycho, etc. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai fait des neurosciences. Pour sentir, en tout cas, peut-être que c'est illusoire, en tout cas, peut-être, mais pour m'étoffer un peu et me dire, genre, j'ai des bases un peu plus solides. Mais oui, bien sûr que se sent illégitime. Quelque part, ça peut parfois être rassurant. Ça nous garde un peu. Même jusqu'à maintenant, parfois, je peux me dire, mais pourquoi est-ce que les gens viennent me demander de l'aide? Mais au final, il faut apprendre à faire confiance aux autres aussi. Et les personnes qui disent, j'ai été recommandé par quelqu'un, vous l'avez beaucoup aidé, etc. Je me dis, ok, chouette. Après, c'est anecdotique, mais c'est mieux que le contraire. Mais oui, bien sûr, je me suis senti légitime. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore un grand merci à Albert Bouquet-Vert d'avoir pris du temps pour enregistrer avec moi ce podcast. Je l'ai trouvé passionnant et j'avoue que moi, il m'a vraiment remué. Il m'amène à me poser plein de questions sur ce qu'on sait, sur le changement, sur la psyché, sur l'impact que nous on a sur les thérapies iatrogènes. Et je pense que je vais faire pas mal de recherches, j'espère que vous aussi. Vous pouvez retrouver les liens sur les différentes recherches et différents articles dont il a parlé juste en dessous dans la description. Vous pouvez également télécharger le kit HypnoSafe en lien. Il est offert à tous les hypnodébutants et vous permet d'avancer plus rapidement dans la pratique. En attendant le prochain podcast, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.